Le millionnaire Jean-Baptiste Moreau éclata de rire, pointant du doigt la dame de 73 ans. Il ne savait pas qu'il provoquait la mauvaise personne. C'était un jeudi pluvieux d'avril, quand Madame Sylvie Dubois arriva au bureau de Moreau & Associés dans le prestigieux 16e arrondissement. Jean-Baptiste était particulièrement irrité, car il avait perdu un procès de plusieurs millions d'euros la veille. La vieille dame tenait une mallette en cuir Hermès usée et demanda poliment à la réceptionniste si elle pouvait parler à Maître Moreau. « Dites à cette vieille que je ne reçois pas les mendiantes », hurla-t-il de l'autre côté du salon, faisant rire nerveusement tous les employés. Jean-Baptiste Moreau avait 45 ans et dirigeait l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. Ses costumes Brioni coûtaient plus que le salaire annuel d'un employé ordinaire. Pour lui, les personnes âgées et simples n'étaient que de la racaille sociale. « Amélie !» cria-t-il à la secrétaire. « Combien de fois dois-je dire à la sécurité de ne pas laisser n'importe qui entrer ici ?» La secrétaire hésita. « Monsieur Moreau, elle dit qu'elle a des documents importants sur vous. » « Des documents ? Quels documents une vieille pareille aurait-elle ? Elle ne sait probablement même pas signer son propre nom. » Madame Dubois restait debout, avec sa dignité intacte malgré l'humiliation publique. Ses yeux bleus brillaient d'une détermination qui passait inaperçue aux yeux des présents. Elle avait consacré les 5 dernières années de sa vie à préparer ce moment. La mallette entre ses mains contenait le pouvoir de détruire complètement la vie de Jean-Baptiste Moreau. « Écoutez-moi bien, grand-mère. » Jean-Baptiste s'approcha avec un sourire cruel. « Je ne sais pas quelle arnaque vous essayez de monter, mais ça ne marchera pas avec moi. Je suis avocat depuis 20 ans et j'ai tout vu. » Il regarda les employés autour qui assistaient à la scène gênée. « Regardez. Donc tout le monde. Une dame apparaît ici en disant qu'elle a des documents importants sur moi. Ce doit être une de ces veuves désespérées qui pensent pouvoir faire chanter des hommes à succès. » Sylvie respira profondément. Elle avait attendu des décennies pour ce moment. « Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix ferme, vous avez tué mon fils. » Le sourire disparut du visage de Jean-Baptiste. Pendant une seconde, un éclair de quelque chose ressemblant à de la peur passa dans ses yeux. Mais il se reprit rapidement. « Regardez donc, maintenant la vieille folle m'accuse d'homicide. Appelez la sécurité, Amélie. Cette femme est clairement perturbée mentalement. Je ne parle pas d'homicide physique. » Sylvie continua, sa voix gagnant en force. « Je parle de quelque chose de bien pire, de comment vous avez détruit la vie de mon fils Pierre et l'avez mené au suicide. » Jean-Baptiste rit fort, mais cette fois le rire sonnait forcé. « Pierre ? Pierre qui ? Jamais entendu ? Il parlait, grand-mère, vous confondez les choses, l'âge pèse, n'est-ce pas ?» Il fit un geste circulaire près de sa tête, insinuant la démence. « Il est peut-être temps de chercher une maison de retraite, non ?» Les employés rirent nerveusement, mais certains semblaient mal à l'aise avec la cruauté de la situation. Sylvie ne broncha pas. Elle ouvrit légèrement la mallette, révélant une pile de documents organisés avec une précision militaire. Jean-Baptiste remarqua l'organisation parfaite des papiers et pour la première fois sentit un frisson dans le ventre. Pierre Dubois. Sylvie prononça chaque syllabe avec une clarté cristalline. Ingénieur civil, 42 ans, marié, père de 2 enfants. Il travaillait chez Bouygues Construction. Vous vous souvenez maintenant ? Jean-Baptiste pâlit légèrement mais maintint sa posture arrogante. Dubois, non, ça ne me dit rien. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais sa voix trembla imperceptiblement en prononçant le nom. Sylvie sourit pour la première fois depuis son arrivée. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, chargé d'une douleur transformée en détermination de fer. Je suis sûr que vous vous souviendrez très bien quand j'ouvrirai complètement cette mallette. Jean-Baptiste essaya de reprendre le contrôle de la situation. Après tout, c'était son territoire, son bureau, ses règles. Vous savez quoi, grand-mère? Je vais être très clair avec vous. Je ne sais pas quel genre d'arnaque. Vous essayez de monter, mais vous avez choisi le mauvais type. Il croisa les bras, exhibant sa Patek Philippe de 150 000 €. Je suis l'un des avocats les plus respectés de Paris. J'ai défendu des ministres, des sénateurs, des PDG du CAC 40.
Vous croyez vraiment que vous allez m'intimider avec cette petite mallette ridicule? Amélie, appela-t-il la secrétaire à nouveau. Appelez maître Martinez du cabinet d'à côté. Je veux qu'il vienne ici être témoin de cette tentative pathétique d'extorsion. Il se tourna vers les autres employés. Tout le monde, faites bien attention. Voici un exemple parfait de comment des gens désespérés essaient de profiter d'hommes à succès. Madame Dubois resta immobile, tenant fermement la mallette. Ses 73 ans de vie lui avaient appris à reconnaître des hommes comme Jean-Baptiste, arrogants, cruels, qui piétinaient les autres pour réussir. Elle avait passé 5 ans à étudier chacun de ses mouvements, chaque affaire qu'il avait prise, chaque vie qu'il avait détruite au nom du profit. Maître Moreau, une des stagiaires, osa interrompre. Peut-être vaudrait-il mieux écouter ce que madame a à dire. Il la coupa d'un regard glacial. Camille, vous êtes ici depuis combien de temps? 3 mois? Alors fermez-la et apprenez comment on traite avec les maîtres chanteurs. Jean-Baptiste commença à tourner en rond autour de Sylvie, comme un prédateur encerclant sa proie. Laissez-moi deviner l'histoire, grand-mère. Votre fils, s'il a vraiment existé, a eu un problème, a perdu un procès, et maintenant, vous voulez me tenir responsable? C'est toujours la même chose. Les gens n'arrivent pas à accepter que la vie est dure, que tout le monde ne gagne pas. Avez-vous des enfants, maître Moreau? Demanda calmement Sylvie. J'en ai 2, et ils étudient dans les meilleures écoles privées de Paris, ce que votre famille n'a probablement jamais pu offrir. La réponse sortit. Automatiquement, chargée de venin classiste, Sylvie sourit tristement. Alors, vous devriez comprendre l'amour d'une mère pour ses enfants, et jusqu'où une mère peut aller pour faire justice. Jean-Baptiste rit avec dédain. Justice? Vous voulez parler de justice? Je suis la justice. Diplômé d'Assas, DEA à la Sorbonne, 20 ans à défendre les plus grands entrepreneurs du pays. Vous savez à peine écrire votre nom correctement. C'est à ce moment que maître Martinez arriva, un avocat, et plus âgé et expérimenté du cabinet voisin. Jean-Baptiste, que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, remarquant la tension dans l'atmosphère. Martinez, tant mieux que vous soyez là. Je veux que vous soyez témoin de cette tentative ridicule d'arnaque. Cette dame est apparue ici avec une petite mallette, disant qu'elle a des documents importants sur moi. Jean-Baptiste fit des guillemets sarcastiques avec ses doigts. Elle veut probablement de l'argent pour ne pas inventer quelques mensonges. Martinez regarda Sylvie avec plus d'attention. Il y avait quelque chose dans la posture de la vieille dame qui l'intriguait. Un calme qui ne collait pas avec la situation. « Madame, pourriez-vous nous expliquer exactement ce que vous voulez ?» Maître Martinez, Sylvie s'adressa au nouveau venu avec respect. « Je suis venu ici pour montrer à Monsieur Moreau quelques informations sur une affaire qu'il a menée il y a 6 ans. Une affaire qui a résulté en la mort de mon fils. » Jean-Baptiste explosa. La voilà qui remet ça avec cette histoire. Martinez, vous voyez, la femme est clairement déséquilibrée. Elle a probablement Alzheimer ou quelque chose comme ça. Elle invente des histoires abracadabrantes. Vieille folle, répéta-t-il maintenant avec plus de colère que d'amusement. C'est ce que vous êtes, une vieille folle qui n'accepte pas que son fils était un raté et veut blâmer les autres. Les employés s'entre-regardèrent mal à l'aise. Même pour les standards de Jean-Baptiste, c'était trop cruel. Sylvie respira profondément. « Monsieur Moreau, j'ai 73 ans. J'ai travaillé 45 ans comme institutrice. J'ai élevé 3 enfants seuls après la mort de mon mari. Je n'ai jamais rien demandé à personne, ne me suis jamais mêlé de la vie de personne. » Sa voix était calme, mais il y avait un poids dedans qui rendit l'atmosphère plus tendue. « Mais quand on touche à mes enfants, je deviens une autre personne. » Jean-Baptiste sentit un frisson, involontaire, mais le masqua avec plus d'agressivité. « Des menaces maintenant! Martinez, vous entendez? La vieille me menace dans mon propre bureau !» Sylvie ouvrit un peu plus la mallette. À l'intérieur, Martinez put voir des documents parfaitement organisés, avec des intercalaires colorés, des annotations précises. Cela ne ressemblait pas à l'œuvre d'une personne folle. Cela ressemblait au travail de quelqu'un de très intelligent et déterminé. À cet instant précis, le téléphone de Jean-Baptiste sonna.
C'était sa secrétaire particulière, Véronique, qui travaillait à un autre étage. « Maître Moreau, je dois vous parler d'urgence. C'est à propos de l'affaire Total. » Jean-Baptiste répondit avec irritation. « Véronique, je suis occupé à gérer une folle ici. Qu'est-ce qui est si urgent ?» Sa voix forte permit à tous d'entendre. « Maître, nous avons reçu une citation du parquet de Paris. Ils veulent tous les documents de l'affaire Bouygues Construction d'il y a 6 ans. Vous avez 48 heures pour tout présenter, sinon vous serez poursuivi pour entrave à la justice. » Le sang de Jean-Baptiste se glaça. Il regarda involontairement Sylvie, qui gardait son expression sereine. « Comment ça, Bouygues Construction? Pourquoi ils veulent ces documents maintenant, après si longtemps? » « Je ne sais pas, maître. La citation dit que c'est dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités dans les marchés publics. Il semblerait que quelqu'un ait présenté de nouvelles preuves. » Jean-Baptiste raccrocha avec les mains tremblantes. Martinez remarqua le changement brusque dans le comportement de son collègue. « Jean-Baptiste, tout va bien? Vous êtes devenu pâle. C'est rien, juste des bureaucrates qui veulent te faire chier. » Mais Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher de regarder la mallette dans les mains de Sylvie. Était-ce une coïncidence qu'elle apparaisse justement aujourd'hui, parlant du nom du bois, et qu'arrive ensuite cette citation sur l'entreprise où ce Pierre travaillait? Sylvie perçut le changement dans le comportement de Jean-Baptiste et sourit intérieurement. Il avait fallu 6 ans, mais finalement, les vents changeaient de direction. « Monsieur Moreau, vous semblez préoccupé. Un problème avec le travail? Ce ne sont pas vos affaires, vieille !» cria Jean-Baptiste, perdant complètement son sang-froid. « Martinez, il faut que vous partiez. Je dois régler des questions urgentes. » Jean-Baptiste, vous êtes sûr que vous ne voulez pas écouter ce que madame a à dire? Insista Martinez. Elle semble avoir des informations précises sur une de vos affaires. Non, je ne veux plus rien entendre de cette folle. Jean-Baptiste était visiblement nerveux maintenant. Amélie, appelez la sécurité. Je veux cette femme hors de mon bureau maintenant. Mais Sylvie fit un pas en avant. Avant de m'expulser, monsieur Moreau, n'aimeriez-vous pas savoir comment j'ai obtenu les informations que j'ai dans cette mallette? Comment une vieille folle a réussi à réunir des preuves qui peuvent détruire votre carrière? Jean-Baptiste s'arrêta net à mi-chemin vers la porte. Il y avait quelque chose dans le ton de Sylvie qui lui fit comprendre qu'elle ne bluffait pas. « Quelle preuve? Vous n'avez rien, vous inventez tout !» Sylvie ouvrit un peu plus la mallette et sortit une photo. C'était une image de Pierre Dubois, un homme de 42 ans, souriant à côté de 2 petits-enfants. « Voici mon fils, monsieur Moreau, ingénieur civil, spécialiste en structure de bâtiments. Un homme honnête qui a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. » Jean-Baptiste regarda la photo et pour la première fois, un éclair de reconnaissance passa sur son visage. Martinez remarqua la réaction. « Jean-Baptiste, vous connaissiez cette personne? Je ne... » Jean-Baptiste bégaya. « Peut-être que j'ai vu cette tête quelque part, mais ça ne veut rien dire. » Sylvie continua. « Pierre a découvert que Bouygues Construction utilisait des matériaux de qualité inférieure dans les marchés publics. Béton avec moins de ciment, acier de diamètre plus petit, peinture sans la protection adéquate. Il a calculé que 3 bâtiments publics pourraient s'effondrer à tout moment. » Le visage de Jean-Baptiste devenait de plus en plus pâle. « Ça n'a rien à voir avec moi. J'étais seulement l'avocat de l'entreprise. » « Exactement, » sourit froidement Sylvie. « L'avocat qui a convaincu mon fils de rester silencieux. L'avocat qui a promis que tout se résoudrait en interne. L'avocat qui a dit que si Pierre allait à la presse ou au parquet, il serait poursuivi pour diffamation et perdrait tout. » Martinez regarda choqué Jean-Baptiste. « Vous saviez qu'il y avait des irrégularités dans des marchés publics et vous n'avez rien dénoncé? »« Non, ce n'est pas comme ça. Je ne savais rien. » Jean-Baptiste paniquait. C'était juste une affaire sociale ordinaire. L'ingénieur avait été licencié et voulait poursuivre l'entreprise. Sylvie rit amèrement. « Licencié? Mon fils a été licencié parce qu'il a refusé de signer de faux rapports attestant la qualité des matériaux. Il avait une famille à entretenir, monsieur Moreau. 2 petits-enfants, une épouse. Quand vous l'avez menacé avec des procès de millions d'euros, Pierre est devenu désespéré. »
Je n'ai menacé personne, c'est un mensonge, cria Jean-Baptiste, mais sa voix sortait stridente et presque hystérique. J'ai les enregistrements, dit calmement Sylvie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Baptiste sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Des enregistrements? Quels enregistrements? Vous mentez. Sylvie referma à nouveau la mallette, cachant son contenu. Mon fils était un homme prévoyant, monsieur Moreau. Quand il s'est rendu compte qu'il était menacé pour avoir dénoncé des irrégularités qui pouvaient tuer des innocents, il a commencé à enregistrer toutes les conversations. Martinez recula d'un pas, clairement choqué. Jean-Baptiste, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas menacé une personne qui voulait dénoncer des irrégularités dans des marchés publics. Jean-Baptiste ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de trouver une sortie, une explication, n'importe quoi, qui puisse le sauver de cette situation. Jean-Baptiste essaya de reprendre le contrôle de la situation, mais ses mains tremblaient visiblement. Écoutez-moi bien, vieille sorcière, même si ces enregistrements existent, ce dont je doute fort, ils ne prouvent rien. Je faisais mon travail d'avocat. Votre travail incluait-il de menacer des dénonciateurs d'irrégularités qui mettaient des vies en danger? Demanda Martinez, clairement perturbé. Martinez, ne croyez pas cette vieille. Bon sang, elle est clairement perturbée. Jean-Baptiste courut vers son bureau et prit le téléphone. Je vais appeler mon avocat tout de suite. C'est de la diffamation. Il composa le numéro de son avocat personnel, Maître Henri Salle, l'un des plus chers de Paris. Henri, Jean-Baptiste, j'ai besoin de toi dans mon bureau maintenant. Une folle essaie de me faire chanter avec des mensonges sur une affaire d'il y a 6 ans. Jean-Baptiste, calme-toi, vint la voix de l'autre côté. Quelle affaire? Et pourquoi tu parles si fort? L'affaire de Bouygues Construction. Une femme est apparue ici disant qu'elle a des enregistrements où je menace son fils. C'est complètement faux, Henri. Il y eut une longue pause de l'autre côté. Jean-Baptiste, tu m'avais dit que cette affaire n'était qu'un licenciement social ordinaire. Tu n'as pas parlé d'irrégularité dans les travaux ou de menaces. Jean-Baptiste sentit la sueur couler sur son front. Parce qu'il n'y a pas eu de menace, je t'ai dit la vérité. Cette femme invente tout. Sylvie observait la scène avec la patience de quelqu'un qui avait attendu 6 ans pour ce moment. Elle savait exactement comment des hommes comme Jean-Baptiste réagissaient quand ils étaient acculés. Ils criaient, mentaient, essayaient d'intimider. Mais elle s'était préparée à tout cela. « Maître Henri, dit-elle, assez fort pour être entendue par le téléphone. Je m'appelle Sylvie Dubois. Je suis la mère de Pierre Dubois, l'ingénieur qui a été menacé par votre client. J'ai tous les enregistrements des conversations où Maître Moreau a menacé de poursuivre mon fils pour diffamation s'il dénonçait les irrégularités de l'entreprise. » Jean-Baptiste arracha le téléphone de son oreille, mais c'était trop tard. « Henri, tu es là ?» Jean-Baptiste, raccroche. Ne dis plus rien. J'arrive là tout de suite. La ligne se coupa. « Merde !» cria Jean-Baptiste, jetant le téléphone sur le bureau. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. J'ai des contacts dans la police, au tribunal, à la préfecture. Je peux détruire votre vie. Martinez secoua la tête, clairement déçu. Jean-Baptiste, tu ne fais qu'empirer les choses. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu es si désespéré? Parce que c'est injuste. J'ai travaillé toute ma vie pour construire ma réputation. Je ne vais pas laisser une vieille déséquilibrée tout détruire. Jean-Baptiste marchait en rond, comme un animal en cage. Sylvie ouvrit légèrement la mallette à nouveau et montra une partie d'un document officiel. « Monsieur Moreau, voici le rapport d'expertise que mon fils a fait sur les matériaux de l'entreprise. Un rapport que vous lui avez dit de ne jamais remettre aux autorités. » Jean-Baptiste s'arrêta de marcher et fixa le document. Même de loin, il pouvait voir l'entête officielle et la signature de Pierre. « Où vous avez eu ça ? Mon fils a gardé une copie de tout. Il savait qu'un jour, il aurait besoin de se défendre. » Sylvie tourna légèrement le document, montrant plus de détails. Ici sont les analyses de résistance du béton, 30% en dessous des spécifications. Et là, l'analyse de l'acier.
15% plus fin qu'il ne devrait être. Martinez s'approcha pour mieux voir. Jean-Baptiste, ces chiffres, si c'est vrai, les bâtiments pourraient vraiment s'effondrer. Ce n'est pas vrai, c'est tout falsifié. La vieille a fait faire de faux documents, cria Jean-Baptiste, mais sa voix sonnait de moins en moins convaincante. Sylvie sourit tristement. Monsieur Moreau, je suis une institutrice retraitée. D'où j'aurais l'argent pour falsifier des rapports techniques si complexes? Et pourquoi j'aurais attendu 6 ans pour le faire? Jean-Baptiste tenta une dernière carte. Parce que vous voulez de l'argent, c'est évident. Vous et votre fils avez monté ce plan pour m'extorquer. Mon fils est mort, monsieur Moreau. La voix de Sylvie sortit basse, mais coupa l'air comme une lame. Il s'est suicidé il y a 2 ans, quand il n'a plus réussi à vivre avec le poids d'avoir tué sur des irrégularités qui pouvaient tuer des innocents. Le silence qui suivit fut dévastateur. Jean-Baptiste sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Martinez se couvrit le visage avec les mains. Même les employés qui observaient de loin furent visiblement ébranlés. « C'est pourquoi je suis ici », continua Sylvie, sa voix chargée d'une douleur transformée en détermination de fer. « Je ne suis pas venu pour l'argent, je suis venu pour la justice. Je suis venu pour que vous payiez ce que vous avez fait à mon fils. » Jean-Baptiste était acculé et le savait. Les hommes comme lui, quand ils s'apercevaient qu'ils perdaient le contrôle, passaient toujours à l'attaque la plus sauvage possible. « Vous savez quoi, vieille ?» Il s'approcha de Sylvie avec les yeux injectés de rage. « Vous voulez jouer à ce jeu? Jouons alors !» Il retourna vers son bureau et ouvrit un tiroir, sortant son portefeuille en cuir italien. « Vous dites que vous avez des enregistrements? Que vous avez des documents? Prouvez-le !» Jean-Baptiste sortit une liasse de billets de son portefeuille. Il y avait au moins 15 000 € là. « Je parie tout cet argent que vous n'avez que dalle. » Martinez essaya d'intervenir. « Jean-Baptiste, ne fais pas ça. »« Ta gueule, Martinez. Cette vieille veut m'intimider, alors qu'elle prouve ce qu'elle dit. » Jean-Baptiste jeta l'argent sur le bureau. 15 000 €. Vous arrivez à ouvrir cette mallette et à montrer quelque chose qui me nuit vraiment. L'argent est à vous. Mais si c'est du bluff, vous sortez d'ici humilié et vous ne revenez jamais. Sylvie regarda l'argent, puis Jean-Baptiste. Vous êtes sûr de ce pari? J'en suis sûr, absolument sûr. Jean-Baptiste rit avec malice. Parce que je sais que vous n'avez rien. Vieille folle. Il éclata de rire, écartant les bras, théâtralement. Regardez tous, Mémé croit qu'elle peut me faire peur avec une petite mallette. Les employés s'entre-regardèrent mal à l'aise. Amélie, la secrétaire, chuchota à une collègue. Il est trop cruel. Mais Jean-Baptiste était trop loin dans sa crise d'ego pour se soucier de l'opinion des autres. « Martinez, vous êtes témoin !» continua à crier Jean-Baptiste. 15 000 € contre cette mallette ridicule. Si elle a quelque chose de réel là-dedans, je paie sur le champ. Mais quand il n'y aura rien, je veux que tout le monde voie comment cette femme est une imposture. Sylvie resta calme, mais ses yeux brillèrent d'une satisfaction glacée. Monsieur Moreau, avant d'accepter votre pari, il faut que vous compreniez une chose. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu ici pour la justice. La justice? Jean-Baptiste rit encore plus fort. Vous voulez la justice? Alors acceptez le pari. Prouvez que vous avez quelque chose de réel contre moi, ou vous êtes trop lâche. Jean-Baptiste, arrête, supplia Martinez. Tu es irrationnel. Irrationnel? Je suis intelligent. Jean-Baptiste frappa le poing sur le bureau. Je suis en train de démasquer une maître chanteuse devant des témoins. Quand cette vieille folle ne pourra rien prouver, tout le monde verra que j'avais raison depuis le début. Sylvie respira profondément. Très bien, monsieur Moreau, j'accepte votre pari. Elle posa la mallette sur le bureau. Mais je veux que tous ici soient témoins. Quand j'ouvrirai cette mallette et que je montrerai ce qu'il y a dedans, vous reconnaîtrez publiquement que vous aviez tort. Ah, bien sûr que je le ferai. Jean-Baptiste était euphorique, pensant qu'il avait acculé Sylvie. Parce que je sais que vous n'avez rien. Une institutrice retraitée de 73 ans croit qu'elle peut affronter un avocat diplômé d'Assas? Vous êtes pathétique. Jean-Baptiste, bon Dieu, arrête ça. Martinez était clairement gêné. Tu humilies une personne âgée. Je défends ma réputation, hurla Jean-Baptiste.
et vous allez tous voir que j'avais raison. Vieille folle. Il répéta la phrase du titre, riant comme un maniaque. C'est ce que vous êtes, une vieille folle qui vit de fantasmes. Sylvie posa les mains sur la mallette. Monsieur Moreau, vous êtes absolument sûr que vous voulez que j'ouvre ceci? Parce qu'une fois que je l'aurai ouvert, il n'y aura pas de retour. Votre vie va changer pour... toujours. Ouvrez cette putain de mallette, cria Jean-Baptiste, perdant complètement son sang-froid. Arrêtez de tourner autour du pot et montrez ce qu'il y a dedans, parce que je sais que c'est du bluff. Monsieur Moreau, dit calmement Sylvie, avant d'ouvrir, je veux que vous vous rappeliez une chose. Je suis institutrice depuis 45 ans. J'ai enseigné les mathématiques, le français, l'histoire et les sciences à des milliers d'enfants. J'ai appris qu'enseigner demande de la patience, de la planification et surtout des preuves solides pour démontrer un point. Jean-Baptiste rit sarcastiquement. Comme c'est beau, mémé, une leçon de morale. Maintenant, arrêtez de philosopher et montrez ce qu'il y a dans la mallette. J'ai aussi appris, continua imperturbablement Sylvie, qu'il existe des gens dans le monde qui ne comprennent que le langage des conséquences. Des gens qui croient qu'ils peuvent piétiner les autres sans jamais payer le prix. Ça suffit, explosa Jean-Baptiste. Ou vous ouvrez cette mallette maintenant, ou j'appelle la sécurité. Sylvie sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui avait attendu 6 longues années pour le moment parfait de la vengeance. Comme vous le souhaitez. Elle ouvrit la première partie de la mallette. À l'intérieur, parfaitement organisé, avec des intercalaires plastiques et des étiquettes colorées, se trouvaient des dizaines de documents. Martinez put voir des rapports techniques, des photos, des enregistrements en CD, des correspondances, des rapports d'expertise. Jean-Baptiste regarda l'organisation impeccable et sentit le premier vrai froid au ventre. Cela ne ressemblait pas à l'œuvre d'une personne folle. Cela ressemblait au travail de quelqu'un de très intelligent, très déterminé et très dangereux. Sylvie sortit le premier document de la mallette avec la précision d'un chirurgien. C'était une copie certifiée conforme du rapport technique que Pierre avait fait sur les matériaux de Bouygues Construction. Le papier avait des tampons officiels, des signatures authentifiées et un sceau de l'ordre des ingénieurs. Voici le rapport que mon fils a fait sur la qualité du béton utilisé dans la construction de l'hôpital Saint-Louis, dit Sylvie, sa voix maintenant chargée d'autorité technique. Pierre a découvert que le béton avait 30% de résistance en saintetin, moins que ce qui était spécifié dans le projet. Jean-Baptiste regarda le document et son visage pâlit visiblement. Il reconnaissait le papier, la signature, le tampon. Ça ne prouve rien. N'importe quel ingénieur peut faire un rapport. N'importe quel ingénieur peut faire un rapport, convint Sylvie. Mais pas n'importe quel ingénieur n'a le courage de remettre un rapport qui peut détruire une entreprise qui brasse des millions d'euros. Elle tourna la page. Surtout quand l'avocat de cette entreprise le menace avec des procès de millions. Martinez s'approcha pour examiner le document. Jean-Baptiste, ça a l'air très sérieux. Un hôpital avec une structure compromise. Martinez, ne te laisse pas berner, cria Jean-Baptiste, mais sa voix sortait stridente. Ce rapport peut être faux. Sylvie sourit froidement et sortit le deuxième document. C'était un certificat du bureau d'enregistrement, montrant que le rapport avait été enregistré officiellement 6 ans auparavant, seulement 3 jours avant que Pierre ne soit licencié de l'entreprise. Vous voulez contester la véracité d'un document enregistré en mairie ? Demanda Sylvie avec ironie. Une mairie que, j'imagine, vous connaissez bien, étant avocat. Jean-Baptiste sentit la sueur couler sur son front. Ça ne veut pas dire que j'ai menacé qui que ce soit. Sylvie posa la main sur une pile de CD organisée chronologiquement. Voici les enregistrements de toutes les... Une conversation entre vous et mon fils entre mars et mai 2018. 16 conversations au total. Le silence dans le bureau était assourdissant. Jean-Baptiste regardait les CD, comme s'il regardait sa propre condamnation à mort. Des enregistrements. Les enregistrements peuvent être modifiés, manipulés. Ils peuvent, convint Sylvie.
Mais ceux-ci ont été faits avec un équipement professionnel que mon fils a acheté spécifiquement pour se protéger. Chaque enregistrement a un horodatage numérique et a été stocké sur serveur sécurisé avec sauvegarde. Martinez était visiblement choqué. « Jean-Baptiste, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas menacé un ingénieur qui essayait de dénoncer des irrégularités. » Jean-Baptiste était acculé et le savait. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de trouver une sortie. Même si j'ai parlé avec cet ingénieur, je ne faisais que mon travail. Je défendais les intérêts de mon client. Défendre les intérêts de... Votre client incluait de menacer un père de famille pour qu'il se taise sur des irrégularités qui mettaient des vies en danger ? Demanda Sylvie d'une voix glacée. Je ne savais pas qu'il y avait un risque mortel, cria Jean-Baptiste. Il ne m'a jamais dit que les bâtiments pourraient s'effondrer. Sylvie sortit un autre document, une copie de la première conversation par email entre Pierre et Jean-Baptiste. Voici le message que mon fils vous a envoyé le 15 mars 2018. Je vais lire. Le passage principal. Maître Moreau, les analyses que j'ai faites montrent que 3 bâtiments publics construits par Bouygues présentent un risque structurel grave. L'hôpital Saint-Louis, l'école municipale Voltaire et l'hôtel de ville peuvent s'effondrer à tout moment s'il y a surcharge ou événement sismique. Jean-Baptiste sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il se souvenait vaguement de cet email, mais à l'époque, il avait complètement ignoré les implications techniques, se concentrant seulement sur la protection de son client. « Je continue », poursuivit implacablement Sylvie. « Mon fils a écrit, comme ingénieur responsable des rapports, j'ai l'obligation éthique et légale de signaler ces irrégularités aux organes compétents. J'ai besoin de conseils juridiques sur comment procéder sans nuire à l'entreprise, mais les vies humaines ont la priorité. » Martinez avait les mains sur la tête. « Jean-Baptiste, tu as reçu un email disant que 3 bâtiments publics risquaient de s'effondrer et tu n'as rien fait. Je pensais que c'était exagéré, » bégaya Jean-Baptiste. « Les ingénieurs dramatisent toujours, ils veulent se faire remarquer. » Sylvie sortit la réponse de Jean-Baptiste du même jour. « Voici votre réponse à mon fils. Pierre, comme avocat de Bouygues Construction, j'informe que toute déclaration publique sur de supposées irrégularités sera considérée comme diffamation. L'entreprise peut vous poursuivre pour dommages matériels et moraux pouvant atteindre 5 millions d'euros. Je suggère que vous reconsidériez vos priorités professionnelles. » Le silence qui suivit fut dévastateur. Jean-Baptiste était pâle comme un fantôme. Martinez semblait être en état de choc, et les employés qui observaient de loin chuchotaient entre eux avec horreur. « 5 millions d'euros, répéta lentement Sylvie. C'était la somme que vous avez utilisée pour menacer mon fils. Un homme avec 2 petits-enfants, une épouse, un crédit immobilier à payer. Vous saviez exactement où appuyer pour qu'il se taise. » Jean-Baptiste tenta une dernière défense désespérée. « Je protégeais mon client, c'est mon obligation d'avocat. » « Votre obligation d'avocat incluait de menacer quelqu'un qui essayait d'éviter que des gens meurent ?» demanda Sylvie d'une voix tranchante. Jean-Baptiste ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. Il avait été complètement démasqué. Et tous, dans le bureau, le savaient. Sylvie mit un des CD dans le lecteur du bureau. Le silence était total. Même le brouhaha des autres étages semblait avoir cessé. Voici l'enregistrement de la conversation téléphonique du 20 mars 2018. 3 jours après que vous ayez menacé mon fils par email. Elle appuya sur play. La voix de Jean-Baptiste sortit nette des haut-parleurs, chargée de la même arrogance qu'il démontrait jusqu'à il y a quelques minutes. « Pierre, vous avez reçu mon email ? » ?»« Oui, maître. »« Moreau, mais vous devez comprendre que je ne peux ignorer les risques pour la sécurité publique. Écoutez-moi bien, mon ami. Vous avez 2 options. Ou vous vous taisez sur ces découvertes, ou vous passerez le reste de votre vie à payer des dommages et intérêts à Bouygues. Et je vous garantis que je vous ferai perdre jusqu'à votre slip dans ce procès. Maître, j'ai une famille. » »« Exactement. Vous avez une famille. Alors réfléchissez bien avant de faire une connerie. 5 millions, Pierre. C'est ce que vous paierez si vous ouvrez votre gueule.
5 millions qui détruiront non seulement vous, mais votre femme et vos enfants aussi. Jean-Baptiste était livide. Entendre sa propre voix faisant ses menaces devant des témoins était dévastateur. C'était sorti de son contexte. Je ne faisais qu'expliquer. Sylvie mit en pause l'enregistrement. « Expliquer la situation juridique ?» demanda-t-elle avec une ironie mortelle. « Écoutons encore un passage. » Alors, elle avança l'enregistrement de quelques minutes et appuya à nouveau sur play. « Pierre, je vais être très clair avec vous. Je connais des juges, des procureurs, des commissaires. Si vous essayez de faire une quelconque dénonciation, je me chargerai personnellement de faire de votre vie un enfer. Je vous poursuivrai pour calomnie, diffamation, dommages moraux, rupture de contrat. Je vous ferai perdre votre habilitation d'ingénieur. Vous ne travaillerez plus jamais comme ingénieur en France. Maître Moreau, vous me menacez ? Je ne menace pas, je promets. Restez tranquille et continuez votre vie normale. Ouvrez votre gueule et je vous détruis. Martinez avait le visage dans les mains. Jean-Baptiste, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Jean-Baptiste tremblait visiblement maintenant. Je protégeais mon client. C'est normal d'utiliser la pression psychologique dans les négociations. Pression psychologique ? Rit amèrement Sylvie. Vous avez menacé de détruire la vie d'un père de famille pour qu'il se taise sur des irrégularités qui pouvaient tuer des gens. Elle sortit un autre document de la mallette. Voici le rapport médical de mon fils après cette conversation. Il a fait une crise d'angoisse si sévère qu'il a dû être hospitalisé. Jean-Baptiste regarda le rapport médical et sentit la nausée. C'était vraiment arrivé. Il avait menacé un homme au point de provoquer une crise d'angoisse. Mais ce n'est même pas le pire, continua implacablement Sylvie. Le pire est venu après. Elle mit un autre CD dans l'appareil. Voici l'enregistrement du 2 avril, quand mon fils a essayé une dernière fois de vous faire comprendre la gravité de la situation. La voix tremblante de Pierre résonna dans les haut-parleurs. « Maître Moreau, j'ai fait de nouveaux calculs. La situation est encore plus grave que je pensais. L'hôpital Saint-Louis peut s'effondrer s'il y a une surcharge de seulement 15% au-dessus de la normale. Si tous les lits sont occupés en même temps, Pierre... » La voix de Jean-Baptiste dans l'enregistrement était condescendante, presque paternelle. « Vous ne comprenez pas la situation. Je me fiche que l'hôpital s'effondre, explose ou s'envole vers la Lune. Mon travail, c'est de protéger Bouygues, et c'est ce que je vais faire. Mais maître, des gens peuvent mourir. Et alors ? Des gens meurent tous les jours, Pierre. La différence, c'est que si vous vous taisez, seulement quelques personnes peuvent mourir. Mais si vous ouvrez votre gueule, moi, je vous tuerai financièrement. Et ça, c'est une promesse. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Jean-Baptiste regardait le sol, incapable d'affronter les regards horrifiés des gens autour de lui. Martinez était visiblement ébranlé. « Jean-Baptiste, tu as dit que tu te fichais que des gens meurent ? C'était juste une expression. Je ne le pensais pas littéralement. » bégaya Jean-Baptiste, mais sa défense sonnait pathétique même à ses propres oreilles. Sylvie mit en pause l'enregistrement et regarda directement Jean-Baptiste. « Mon fils n'a pas dormi pendant 2 semaines après cette conversation. Il savait que des innocents pourraient mourir, mais il savait aussi que s'il parlait, vous détruiriez notre famille. » Elle sortit une série de photos de la mallette. Voici des photos que Pierre a prises des 3 bâtiments en question dans les mois suivants. Il les surveillait obsessionnellement, espérant que quelque chose arrive pour pouvoir dire « Je vous avais prévenu ». Les photos montraient des fissures apparaissant dans les murs, de petits effondrements, des signes clairs que les structures se détérioraient. Jean-Baptiste reconnut les bâtiments. Il passait devant l'hôpital Saint-Louis tous les jours pour aller au travail. « Jean-Baptiste », dit Martinez d'une voix tremblante, « tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as menacé un homme pour qu'il se taise sur des irrégularités qui mettent des vies en danger. » Jean-Baptiste tenta une dernière défense désespérée. « Mais il ne s'est rien passé. Les bâtiments ne se sont pas effondrés. Ça prouve que Pierre exagérait. » Sylvie sourit froidement. « Ils ne se sont pas effondrés parce que mon fils a pris une décision. » Elle sortit un autre document. En mai 2018, Pierre a fait des dénonciations anonymes à la commission de sécurité et aux pompiers. Il ne s'est pas identifié pour protéger sa famille.
mais il a fourni toutes les informations techniques nécessaires. Jean-Baptiste sentit comme s'il avait reçu un autre coup de poing dans l'estomac. Des dénonciations anonymes. L'hôpital Saint-Louis a été interdit en juin 2018 pour des réparations structurelles d'urgence. L'école municipale a été démolie et reconstruite. L'hôtel de ville a eu 3 étages interdits. Sylvie regarda directement dans les yeux de Jean-Baptiste. « Mon fils a sauvé des centaines de vies, même après que vous ayez essayé de le faire taire. » Martinez était clairement en état de choc. « Jean-Baptiste, tu as failli être responsable d'une tragédie de proportions gigantesques. » Jean-Baptiste était détruit. Tout ce qu'il avait construit en 20 ans de carrière s'effondrait devant ses yeux. Sylvie n'avait pas terminé. Elle savait que pour détruire complètement Jean-Baptiste, elle devait montrer non seulement ce qu'il avait fait, mais aussi les conséquences et dévastatrices de ses actions. « Monsieur Moreau, vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à mon fils après les dénonciations anonymes ?» Jean-Baptiste restait silencieux, mais Sylvie continuait implacablement. Bouygues Construction a découvert que quelqu'un avait fait les dénonciations. Ils ont soupçonné Pierre immédiatement puisqu'il était le seul ingénieur qui avait questionné les matériaux. Elle sortit une lettre de la mallette. C'était une notification de licenciement pour faute. Grave. Pierre a été licencié pour rupture de confiance et conduite contraire à l'éthique. Imaginez, un homme a été licencié pour avoir essayé de sauver des vies. Martinez prit la lettre et lut à haute voix. Ici, il est dit qu'il a été licencié pour action préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et violation de confidentialité. Il regarda horrifié Jean-Baptiste. Ils ont fait de ce type un méchant pour avoir fait ce qui était juste. Et savez-vous qui a signé la notification juridique qui a justifié ce licenciement ? Demanda Sylvie, sortant un autre document. Maître Jean-Baptiste Moreau lui-même, avocat de l'entreprise. Jean-Baptiste vit sa propre signature sur le papier et sentit la nausée. Il avait vraiment signé cela, mais à l'époque, il n'avait pas pensé aux conséquences humaines, seulement à protéger son client. Après avoir été licencié pour faute grave, Pierre s'est retrouvé sur liste noire du secteur, continua Sylvie. Aucune entreprise ne voulait embaucher un ingénieur qui trahissait les entreprises. Il est resté 6 mois au chômage. Elle montra une pile de lettres de refus d'emploi. 43 entreprises, 43 refus. Pierre a découvert que vous aviez répandu des rumeurs dans le secteur sur lui étant déloyal et problématique. Jean-Baptiste essaya de nier. Je n'ai jamais répandu de rumeurs. C'est un mensonge. Sylvie mit un autre CD dans l'appareil. C'était un enregistrement de Jean-Baptiste parlant avec un autre avocat d'entreprise. Écoute Maurice, je dois te prévenir sur un ingénieur qui peut se présenter chez toi. Pierre Dubois. Le type est problématique, tu vois. Il invente des irrégularités où il n'y en a pas. Fait des dénonciations anonymes et déloyal envers les entreprises. S'il postule chez Vinci, moi à ta place, je ne l'embaucherai pas. Compris, Jean-Baptiste. Merci pour le tuyau. On ne peut pas prendre le risque d'embaucher ce genre de... Et aux personnes. Jean-Baptiste était complètement pâle. Il avait complètement oublié cette conversation, mais maintenant, il se souvenait d'avoir passé plusieurs appels similaires pour protéger d'autres clients du secteur. 43 refus, répéta Sylvie. Pendant 6 mois, mon fils sortait de chez lui tous les jours, cherchait du travail et rentrait avec une nouvelle négative. Sa femme, Carole, était enceinte du 3e enfant. Ils avaient un crédit immobilier, les écoles des enfants, la mutuelle. Martinez était clairement ému. Jean-Baptiste, tu as détruit la vie d'une famille entière. Finalement, en novembre 2018, Pierre a trouvé un emploi, continua Sylvie. Vous savez où ? Comme ouvrier du bâtiment. Un ingénieur avec un master spécialisé en structure, 15 ans d'expérience travaillant comme maçon. Elle montra des photos de Pierre portant un casque et un uniforme d'ouvrier. Jean-Baptiste vit un homme qui avait clairement perdu du poids, avec des cernes profondes et une expression de défaite sur le visage. Le salaire était de 2100 € par mois, moins d'un quart de ce qu'il gagnait comme ingénieur, dit Sylvie. Mais Pierre a accepté parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. Jean-Baptiste était détruit. Voir les vraies conséquences de ses actions était dévastateur. Je
Je ne savais pas que c'était arrivé à ce point. Vous ne saviez pas, rit amèrement Sylvie. Vous avez tenu à savoir. Vous vous souvenez de cette conversation? Elle mit un autre enregistrement. Pierre, Jean-Baptiste Moreau à l'appareil, j'ai appris que vous travaillez comme maçon maintenant. Quelle ironie, non? Un type qui se croyait si malin construisant des bâtiments avec ses propres mains. Maître Moreau, pourquoi vous m'appelez? Je voulais juste savoir comment va votre nouvelle vie. Ça doit être humiliant, non? Un ingénieur mélangé avec des ouvriers. Mais au moins vous avez appris la leçon. On ne s'attaque pas à plus fort que soi. Le silence dans le bureau était sépulcral. Jean-Baptiste entendait sa propre voix humiliant un homme qu'il avait détruit. Et la cruauté de ses mots était indéniable. Martinez avait les larmes aux yeux. Jean-Baptiste, tu as torturé cet homme. Il ne t'a pas suffi de détruire sa carrière. Tu as encore appelé pour l'humilier. Sylvie posa la main sur un dossier séparé. Ceux-ci sont les rapports médicaux de Pierre entre 2018 et 2020. Dépression sévère, syndrome de panique, troubles du sommeil, hypertension causée par le stress. Elle ouvrit le dossier et montra des ordonnances médicales. Antidépresseurs, anxiolytiques, médicaments pour la tension. Tout cela parce qu'un homme a essayé de faire ce qui était juste et a été détruit pour ça. Jean-Baptiste tremblait. Je ne voulais pas que ça arrive à ce point. Vous ne vouliez pas? Demanda Sylvie avec une ironie mortelle. Alors pourquoi avez-vous continué à persécuter mon fils? Pourquoi avez-vous appelé pour l'humilier? Pourquoi vous êtes-vous assuré qu'il ne pourrait jamais plus travailler dans le secteur? Jean-Baptiste ne pouvait pas répondre. Pour la première fois de sa vie, il était confronté aux vraies conséquences humaines de ses actions et le poids était insupportable. Sylvie respira profondément avant de continuer. C'était la partie la plus douloureuse de l'histoire, mais aussi la plus nécessaire. Monsieur Moreau, il faut que vous compreniez qui était mon fils avant que vous détruisiez sa vie. Elle sortit une photo de remise de diplôme de la mallette. Pierre souriait, vêtu de sa toge, entouré par sa famille. C'était clairement un moment de bonheur et de fierté. Pierre a été diplômé en génie civil avec mention très bien de Polytechnique. Il a été le premier de la famille à avoir un diplôme supérieur. Jean-Baptiste regarda la photo et, pour la première fois, vit Pierre comme une vraie personne, pas seulement un obstacle dans ses affaires. Pierre a commencé à travailler à 14 ans pour aider à la maison, continua Sylvie. J'étais institutrice, je gagnais très peu. Le père était mort quand Pierre avait 12 ans. Il étudiait le soir et travaillait le jour comme coursier. Elle montra des certificats et diplômes, organisés chronologiquement. BTS bâtiment à 18 ans, diplôme d'ingénieur à 24 ans, master en structure à 27 ans. Tout cela en travaillant pour payer ses études. Martinez examina les documents. Jean-Baptiste, regarde son dossier académique. Ce type était brillant. Excellente note, plusieurs mentions d'honneur. Pierre a choisi d'être ingénieur parce qu'il voulait construire des choses durables, dit Sylvie, sa voix chargée d'émotion. Il disait qu'il voulait faire des bâtiments où les enfants pourraient étudier en sécurité, des hôpitaux où les gens pourraient se guérir, des maisons où les familles pourraient être heureuses. Elle montra une photo de Pierre avec ses 2 petits-enfants. Quand les petits sont nés, Pierre a juré qu'il grandirait dans un monde meilleur, qu'il ferait sa part pour construire un pays plus sûr, plus juste. Jean-Baptiste était clairement ému, mais Sylvie n'avait pas terminé. En 2015, Pierre a découvert des irrégularités dans une construction d'école municipale à Créteil. Il a dénoncé, l'école a été réparée et des dizaines d'enfants ont été épargnés d'un effondrement possible. En 2016, il a identifié un problème dans un pont routier. Ces dénonciations ont résulté en réparations d'urgence qui ont évité une tragédie avec des centaines de voitures. En 2017, Pierre a découvert qu'une entreprise utilisait du ciment périmé dans une construction d'hôpital. Il a encore dénoncé et l'hôpital a été reconstruit avec des matériaux adéquats. Martinez était impressionné. Ce type était un héros. Il sauvait des vies en dénonçant les irrégularités. Exactement, sourit tristement Sylvie. C'est pourquoi Bouygues l'a embauché en 2018. Il voulait être quelqu'un de compétent, intègre, qui garantisse la qualité des travaux. Elle s'arrêta.
Il ne s'attendait pas à ce que Pierre prenne l'intégrité si au sérieux. Jean-Baptiste commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement menacé un employé quelconque. Il avait détruit un homme qui dédiait sa vie à sauver d'autres vies. Quand Pierre a découvert les irrégularités chez Bouygues, il a d'abord essayé de résoudre en interne, continua Sylvie. Il a présenté des rapports détaillés à la direction, suggéré des corrections, offert des solutions techniques. Elle montra des copies des rapports que Pierre avait remis à l'entreprise. 15 pages d'analyse technique, avec des suggestions sur comment corriger les problèmes, sans grand préjudice financier. Pierre ne voulait pas détruire l'entreprise. Il voulait aider l'entreprise à bien faire. Et quelle a été la réponse de l'entreprise ? Demanda Martinez, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Ils lui ont dit de se taire, et c'est là qu'ils ont appelé Maître Moreau pour résoudre la situation, répondit amèrement Sylvie. Jean-Baptiste sentit un coup de poignard de culpabilité. Pierre avait essayé de tout faire correctement, légalement, en protégeant à la fois les vies humaines et les intérêts de l'entreprise. Et lui, Jean-Baptiste, avait été appelé pour le faire taire avec des menaces. Pierre a passé 2 semaines sans dormir après vos menaces, continua Sylvie. Il m'appelait tous les soirs, pleurant, demandant ce qu'il devait faire. Sa voix commença à trembler. Mon fils, un homme de 42 ans, pleurait au téléphone comme un enfant parce qu'il ne savait pas comment protéger sa famille et en même temps faire ce qui était juste. Elle montra des registres d'appels téléphoniques. 16 appels en 2 semaines, toujours entre minuit et 3 heures du matin. Pierre n'arrivait pas à dormir, n'arrivait pas à manger, n'arrivait pas à fonctionner. C'est là qu'il a décidé de faire les dénonciations anonymes, expliqua Sylvie. Il pensait qu'ainsi, il pourrait sauver les vies sans s'exposer, que vous ne découvririez jamais que c'était lui. Jean-Baptiste ferma les yeux. Mais nous avons découvert. Vous avez découvert, confirma Sylvie. Et là a commencé la persécution systématique. Le licenciement pour faute grave, la liste noire, les appels d'humiliation. Vous êtes assuré que Pierre n'ait jamais plus la paix. Elle sortit une lettre écrite à la main. Voici une lettre que Pierre m'a écrite en décembre 2019. Il travaillait comme maçon depuis plus d'1 an. Sylvie lut à haute voix. Maman, je ne sais plus quoi faire. Je me réveille tous les jours en sachant que j'ai essayé de faire ce qui était juste et que j'ai été puni pour ça. Je vois d'autres ingénieurs passer sur le chantier, bien payés, respectés, et je sais que je pourrais être à leur place si j'avais tu sur les irrégularités. Parfois je pense que j'aurais dû laisser les bâtiments s'effondrer. Au moins j'aurais ma dignité. Martinez était clairement ému. Mon Dieu, Jean-Baptiste, ce type regrettait d'avoir sauvé des vies. Pierre a commencé à avoir des pensées suicidaires en 2020, continua Sylvie, sa voix presque un murmure. Il disait qu'il était un fardeau pour la famille, que tout serait mieux sans lui. Jean-Baptiste était détruit. Pourquoi il n'a pas cherché de l'aide? Pourquoi il n'a pas parlé à quelqu'un? Sylvie rit amèrement. Chercher de l'aide auprès de qui? Qui allait le croire contre un avocat puissant comme vous? Qui allait affronter le système qui l'avait détruit? Elle montra une dernière photo, Pierre en janvier 2021, maigre, vieilli, avec les yeux vides. Voici la dernière photo que j'ai de mon fils vivant. Regardez dans ses yeux, Monsieur Moreau. Vous arrivez à voir l'âme brisée d'un homme qui a été puni. Pour avoir essayé de sauver des vies, Jean-Baptiste regarda la photo et sentit comme s'il regardait un fantôme. L'homme de la photo n'avait plus rien en commun avec l'ingénieur brillant de la remise de diplôme. Sylvie ferma les yeux un moment, rassemblant ses forces pour la partie finale de la révélation. Pierre s'est suicidé le 15 mars 2021, exactement 3 ans après avoir reçu votre première menace. Le silence qui suivit fut dévastateur. Jean-Baptiste sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Martinez se couvrit le visage avec les mains. Même les employés qui observèrent de loin furent visiblement ébranlés. Il a laissé une lettre, continua Sylvie, sortant une enveloppe scellée de la mallette. Je vais lire quelques passages. Je n'arrive plus à vivre en sachant que j'ai fait ce qui était juste et que j'ai été puni pour ça. Ils ont détruit ma carrière, ma dignité, ma capacité à subvenir aux besoins de ma famille. Jean-Baptiste.
Moreau a obtenu ce qu'il voulait, il m'a fait taire pour toujours. Jean-Baptiste tremblait. Je n'ai jamais voulu que ça arrive à ce point, jamais. Jamais quoi? Interrompit Sylvie avec une fureur glacée. Jamais penser aux conséquences? Jamais imaginer que vos menaces pourraient détruire un homme? Jamais pris en compte le fait que vous faisiez taire quelqu'un qui essayait de sauver des vies? Elle continua à lire. Ma mère m'a toujours appris que faire ce qui est juste vaut tous les sacrifices. Maintenant, je sais qu'elle avait tort. Faire ce qui est juste en France signifie être détruit par des gens puissants qui protègent leurs intérêts au-dessus des vies humaines. Martinez était clairement en état de choc. Jean-Baptiste, tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement détruit un homme, tu as détruit sa foi en la justice. Sylvie plia soigneusement la lettre. Après le suicide de Pierre, j'ai passé 2 ans à vous enquêter. J'ai découvert que mon fils n'était pas le seul. Jean-Baptiste la regarda avec terreur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez un schéma, maître Moreau. Chaque fois que quelqu'un essaie de dénoncer des irrégularités de vos clients, vous utilisez la même méthode. Menaces financières, persécution professionnelle, destruction systématique de la vie de la personne. Elle sortit un dossier séparé. Voici 7 cas similaires dans les 10 dernières années. 7 professionnels qui ont essayé de faire des dénonciations contre vos clients et ont été détruits. Jean-Baptiste était pâle comme un fantôme. Vous avez enquêté sur toute ma carrière. Pendant 2 ans, confirma Sylvie. J'ai parlé avec chacune de ces personnes. J'ai écouté leurs histoires. J'ai documenté leurs preuves. Elle sourit froidement. Je suis institutrice. Vous vous souvenez? Je sais comment faire des recherches. Martinez prit le dossier et commença à le feuilleter. Jean-Baptiste, ça, c'est un historique complet d'intimidation et de persécution. Tu as détruit la vie d'au moins 7 personnes. Mais ce n'est pas tout, continua implacablement Sylvie. Pendant mon enquête, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur vos clients. Elle montra un graphique détaillé. Dans les 10 dernières années, des entreprises défendues par vous ont été impliquées dans 16 accidents de travail mortels, 3 effondrements mineurs et 2 intoxications collectives par des matériaux inadéquats. Jean-Baptiste regarda les chiffres avec horreur. Ça n'a aucun rapport avec moi. Je ne fais que défendre juridiquement les entreprises. Vous défendez en faisant taire ceux qui essaient de prévenir ces tragédies, rétorqua Sylvie. Chaque personne que vous avez intimidée était quelqu'un qui essayait d'éviter des morts. Et quand ces personnes se sont tues, les morts ont eu lieu. Elle pointa un cas spécifique. Vous vous souvenez de l'ingénieur Marc Silva de Vinci Construction? Il a essayé de dénoncer qu'ils utilisaient de l'acier de qualité inférieure dans un pont. Vous l'avez menacé avec des procès de millions d'euros. Jean-Baptiste se souvenait vaguement de l'affaire. Oui, et alors? Le pont s'est effondré 6 mois plus tard. 3 personnes sont mortes, dont un enfant de 8 ans. Sylvie montra des photos de l'accident. Si Marc avait pu faire la dénonciation, ces personnes seraient vivantes aujourd'hui. Martinez était clairement horrifié. Jean-Baptiste, tu es complice d'homicide involontaire. Non, je ne savais pas que ça arriverait, cria désespérément Jean-Baptiste. Bien sûr que vous le saviez, dit Sylvie avec un calme mortel. Vous saviez que vous faisiez taire des gens qui essayaient de prévenir des tragédies. Vous avez choisi de protéger les profits au lieu des vies humaines. Elle sortit un autre document. Voici l'estimation de la valeur totale des dommages que les entreprises défendues par vous ont causé. 200 millions d'euros d'indemnisation, 43 morts, 156 blessés graves. Jean-Baptiste était complètement détruit. Les chiffres étaient dévastateurs, indéniables. Je ne faisais que mon travail d'avocat. Votre travail était de protéger des criminels, dit Sylvie sans pitié. Votre travail était de garantir que des entreprises puissent continuer à tuer des gens sans conséquence. Martinez avait les larmes aux yeux. Jean-Baptiste, tu es devenu un monstre qui utilise la loi pour protéger des assassins. Sylvie ouvrit une dernière section de la mallette. Mais après la mort de mon fils, j'ai décidé que ça devait s'arrêter. J'ai passé les 2 dernières années non seulement à vous enquêter,
mais aussi à rassembler des preuves pour détruire votre carrière pour toujours. Jean-Baptiste la regarda avec une terreur absolue. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sylvie sourit avec la satisfaction glacée de quelqu'un qui avait attendu des années pour le moment parfait de la vengeance. « Je veux dire que toute cette conversation est enregistrée. Je veux dire que j'ai des copies de toutes les preuves en plusieurs endroits sûrs. Je veux dire que le parquet a déjà une copie complète de tout. » Le monde de Jean-Baptiste s'effondra complètement. « Vous m'avez tendu un piège. »« J'ai rendu justice, » corrigea Sylvie. « Quelque chose que le système n'a jamais fait. » À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit et 2 hommes en costume entrèrent. Jean-Baptiste reconnut immédiatement l'un d'eux. C'était le procureur de la République Marc Ribeiro, du parquet de Paris. « Maître Jean-Baptiste Moreau ?» demanda formellement le procureur. Jean-Baptiste était si choqué qu'il arriva à peine à répondre. « Oui, c'est moi. Je suis le procureur Marc Ribeiro. Voici le commissaire Fernando Santos, de la police judiciaire. Nous avons un mandat de perquisition pour ce bureau. » Jean-Baptiste sentit ses jambes se dérober. « Perquisition, pourquoi ? Vous faites l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs, entrave à la justice, menaces, coercition et participation à des crimes contre l'administration publique, » expliqua calmement le procureur. Martinez regarda choqué Sylvie. « Madame, vous avez tout planifié ?» Sylvie sourit. « J'ai planifié pendant 2 ans. Chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve a été soigneusement préparé et remis aux autorités compétentes. » Le commissaire s'adressa à Jean-Baptiste. « Monsieur, nous devons vous demander de nous accompagner pour être entendus. Vous avez droit à un avocat. »« Je suis avocat !» cria désespérément Jean-Baptiste. « C'est absurde! Je suis persécuté !»« Vous faites l'objet d'une enquête basée sur des preuves solides, » corrigea le procureur. « Nous avons des enregistrements de vos conversations menaçant des témoins, des documents prouvant l'intimidation systématique et des preuves que vous avez entravé des enquêtes sur des irrégularités ayant causé des morts. » Jean-Baptiste regarda Sylvie avec haine. « Espèce de sorcière, vous m'avez tendu un piège. Tout cela était prémédité. »« Bien sûr que c'était prémédité, » répondit calmement Sylvie. « Vous pensiez pouvoir détruire la vie de mon fils et vous en sortir impunément. Vous pensiez pouvoir continuer à protéger des criminels pour toujours ?» Le procureur intervint. « Madame Dubois, vous avez rendu un grand service à la société en remettant ces preuves. Des affaires comme celle-ci montrent comment fonctionne la corruption en France. » Jean-Baptiste tenta une dernière carte désespérée. « Ces enregistrements sont illégaux. Ils ont été faits sans mon consentement. Ils ne peuvent pas être utilisés contre moi. » Maître Moreau, expliqua patiemment le commissaire, les enregistrements ont été faits par une des parties de la conversation, votre défunt fils de Madame Dubois. Selon la législation française, c'est parfaitement légal. De plus, ajouta le procureur, nous avons des preuves indépendantes qui corroborent tout ce qui est dans les enregistrements. Documents officiels, témoignages d'autres victimes, registres d'entreprises. Jean-Baptiste était complètement acculé. Je peux tout expliquer. C'était des malentendus. Sylvie rit amèrement. Des malentendus ? 16 conversations enregistrées menaçant mon fils sont des malentendus. 7 cas similaires d'intimidation sont des malentendus. 43 morts qui auraient pu être évités sont des malentendus. Le procureur regarda sérieusement Jean-Baptiste. Maître Moreau, les preuves contre vous sont accablantes. Nous avons un historique de 10 ans d'intimidation systématique de dénonciateurs, d'entrave à des enquêtes et de participation à des schémas ayant causé des morts évitables. « Ce n'est pas vrai !» cria Jean-Baptiste, mais sa voix sonnait désespérée et peu convaincante. « Monsieur, » dit fermement le commissaire, « nous devons vous demander de nous accompagner maintenant. Vous pouvez venir volontairement ou nous pouvons utiliser les menottes. » Jean-Baptiste regarda autour du bureau, son royaume, son empire construit pendant 20 ans, et réalisa que tout s'effondrait. Les employés le regardaient avec horreur et déception. Martinez s'était éloigné de lui comme s'il était contagieux. « Sylvie, » dit désespérément Jean-Baptiste, « qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Je peux payer n'importe quelle somme. Je peux
Je ne veux pas de votre argent sale, interrompit Sylvie avec dédain. Je veux la justice. Je veux que vous payiez pour ce que vous avez fait à mon fils et à toutes les autres victimes. Le procureur s'adressa au présent. Cette opération est le résultat d'une enquête de 2 ans basée sur des dénonciations détaillées présentées par Madame Sylvie Dubois. Les preuves montrent un schéma systématique de crimes contre l'administration publique et d'intimidation de dénonciateurs. Jean-Baptiste essaya de courir vers la porte, mais le commissaire l'intercepta. « Maître Moreau, ne rendez pas les choses plus difficiles pour vous. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez !» cria Jean-Baptiste. « Je connais des juges, des conseillers, des politiques. Je sortirai de là en 1 semaine. » Sylvie sourit froidement. « Les mêmes contacts que vous avez utilisés pour intimider les victimes. Intéressant que vous mentionniez cela devant le parquet. » Le procureur nota les paroles de Jean-Baptiste. « Maître Moreau, vous êtes en train d'avouer que vous avez des contacts illicites dans la magistrature pour interférer dans des procédures ?» Jean-Baptiste réalisa l'erreur qu'il avait commise et pâlit encore plus. « Non, je n'ai pas dit ça. Vous déformez mes paroles. »« Monsieur, » dit fermement le commissaire, « nous partons maintenant. » Pendant que Jean-Baptiste était escorté hors du bureau, Sylvie resta sereine. Elle avait attendu 6 ans pour ce moment, avait planifié chaque détail méticuleusement, et finalement la justice était en train de se faire. Martinez regarda Sylvie avec admiration et crainte. « Madame Dubois, vous êtes impressionnante. » Sylvie sourit tristement. « Je ne suis qu'une mère qui a perdu son fils et a décidé que cela ne pouvait pas continuer à arriver à d'autres familles. » 3 mois plus tard, Sylvie était au tribunal suivant le procès de Jean-Baptiste Moreau. Le procureur présentait les preuves qu'elle avait rassemblées pendant 2 ans d'enquête méticuleuse. « Monsieur le Président », s'adressa le procureur au juge, « les preuves montrent que l'accusé Jean-Baptiste Moreau opérait un système d'intimidation systématique de dénonciateurs, d'entrave à la justice et de participation à des crimes contre l'administration publique. Jean-Baptiste, maintenant visiblement vieilli et abattu, était assis à côté de son avocat de la défense. Son empire s'était complètement effondré, le cabinet fermé, les clients l'avaient abandonné, sa réputation détruite. Les enregistrements présentés par Madame Sylvie Dubois, continua le procureur, montrent clairement que l'accusé a menacé Pierre Dubois avec des procès de millions d'euros pour empêcher les dénonciations sur des irrégularités mettant des vies en danger. Le juge examina les documents. Ces preuves sont vraiment impressionnantes par leur exhaustivité et leur organisation. Sylvie avait passé ces 3 mois à organiser un mouvement de familles de victimes de négligence d'entreprise. Des dizaines de personnes dont les proches étaient morts dans des accidents évitables s'étaient unies pour exiger des changements dans le système. Monsieur le Président, l'avocat de la défense tenta d'argumenter « Mon client ne faisait qu'exercer sa profession d'avocat. Exercer sa profession en menaçant des dénonciateurs d'irrégularités ayant causé 43 morts ?» interrompit sévèrement le juge. « Ce n'est pas de l'exercice professionnel, c'est de la participation à un système criminel. » Pendant le procès, 7 des victimes, intimidées par Jean-Baptiste, témoignèrent. Une à une, elles racontèrent comment leur tentative de dénoncer des irrégularités avait été réduite au silence par des menaces, comment leurs carrières avaient été détruites, comment elles s'étaient senties impuissantes face au système. Jean-Baptiste Moreau a détruit ma vie parce que j'ai essayé de dénoncer que l'entreprise utilisait des équipements de sécurité contrefaits, témoigna Marc Silva, l'ingénieur du pont qui s'était effondré. Si j'avais réussi à faire la dénonciation, 3 personnes seraient vivantes aujourd'hui. Jean-Baptiste écoutait les témoignages avec le visage dans les mains. Pour la première fois de sa vie, il était confronté à toutes les conséquences humaines de ses actions et le poids était insupportable. Le juge s'adressa à Sylvie. « Madame Dubois, souhaitez-vous faire une déclaration finale ?» Sylvie se leva avec dignité. « Monsieur le Président, mon fils Pierre est mort parce qu'il a essayé de sauver des vies et a été puni pour cela. Pendant 2 ans, j'ai enquêté sur le système qui a permis cette injustice. »
Elle regarda directement Jean-Baptiste. J'ai découvert que des hommes comme l'accusé ont transformé la loi en arme pour protéger des criminels. Ils utilisent menaces et intimidations pour garantir que des entreprises puissent continuer à tuer des gens sans conséquence. Mais j'ai aussi découvert autre chose, continua Sylvie. J'ai découvert que la justice existe encore, même si parfois elle doit être cherchée par une institutrice retraitée de 73 ans. Le juge acquiesça respectueusement. « Madame, votre dévouement à la justice est admirable. » Jean-Baptiste fut condamné à 12 ans de prison pour association de malfaiteurs, entrave à la justice, menaces et coercition. De plus, il fut interdit d'exercer le barreau à vie. L'accusé, déclara le juge dans le verdict, opérait un système d'intimidation systématique de protection d'entreprises criminelles par l'intimidation de dénonciateurs. Ces actions ont résulté directement ou indirectement en dizaines de morts évitables. Après le procès, Sylvie fut approchée par une journaliste. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous maintenant que justice a été rendue ?» Sylvie sourit tristement. « La justice ne ramènera jamais mon fils, mais peut-être qu'elle empêchera d'autres mères de passer par ce que j'ai vécu. » L'histoire de Sylvie devint un symbole national de la lutte contre la corruption et l'impunité. Son travail d'enquête fut utilisé pour réformer les lois de protection aux dénonciateurs et créer des mécanismes plus efficaces de lutte contre l'intimidation de témoins. Jean-Baptiste, en prison, comprit finalement l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il écrivit une lettre à Sylvie demandant pardon, mais elle ne répondit jamais. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries. Sylvie continua sa lutte, aidant d'autres familles de victimes de négligence d'entreprise à chercher justice. Elle prouva qu'une vieille folle, comme Jean-Baptiste l'avait appelée, pouvait être plus puissante que des avocats millionnaires quand elle est mue par la détermination de faire ce qui est juste. La mallette en cuir usé qu'elle portait ce jour-là devint le symbole que la vérité, aussi longtemps qu'elle met à venir, trouve toujours un moyen de faire surface. Et que parfois, la justice vient des mains les plus improbables, comme celle d'une institutrice retraitée qui refusa d'accepter que la mort de son fils reste impunie. À la fin, Jean-Baptiste découvrit qu'il y avait une chose que son argent et ses relations ne pouvaient acheter: le pardon d'une mère dont il avait détruit le fils. Et Sylvie découvrit que sa supposée folie était en réalité une force imparable quand elle était dirigée contre l'injustice.